que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Let's go. Merci de m'accueillir. Ce soir, on va parler du futur, mais un futur qui a déjà commencé bien comme il faut et qui avance très vite. On va parler comment on est en train de passer d'un monde où on crée des solutions, on cherche des problèmes et on ship des features, à un monde où on va façonner, maintenir et aligner une intelligence. Je suis Mehdi Djabri, le CEO de Revo, la super intelligence du produit. Et je vais vous faire voyager avec nous dans cette nouvelle aventure. Il y a quelques semaines, je voulais construire une animation en 3D. J'avais une idée, je voulais présenter Revo comme l'intelligence centrale avec toutes les connexions autour sous forme de cylindres en 3D. Je ne sais pas faire de 3D, j'en ai jamais fait, mais je sais pas, j'étais motivé, j'avais envie d'avoir un truc stylé, interactif sur mon site. Et je me suis dit comment on fait. Avant, on utilisait un truc comme Blender, quoi. Donc, il y a des milliers de boutons, il y a des milliers de menus, il faut cliquer des centaines de fois partout. Il faut apprendre, c'est une interface statique. C'est-à-dire qu'elle est faite pour tout le monde et elle est faite pour tout faire. Donc quand on arrive là-dedans, on est super frustré parce qu'on ne sait pas par où commencer. Donc j'avoue que je n'ai même pas essayé. En fait, moi, j'ai demandé à mon IA de construire ma scène 3D toute seule. Je lui ai dit, écoute, moi je veux une scène comme ça en noir, avec un cylindre au centre, et avec des cylindres autour, et puis que je veux que ça soit compatible avec mon site. Donc tu vas utiliser Three.js, parce qu'on m'a dit que Three.js était un framework 3D qui est compatible web. Et juste en disant ça, il m'a déjà mis une base. Après, je ne vais pas parler 10 heures à mon IA, lui expliquer ouais, mais il faut que le cylindre soit à gauche, et puis augmente l'alignement, la distance entre les cylindres et tout. Non, je lui ai dit écoute, fais-moi une interface. Fais-moi une interface qui va me permettre de contrôler tous les paramètres qui m'intéressent juste moi. Moi, j'ai envie de pouvoir contrôler la distance entre les cylindres. J'ai envie de pouvoir changer la couleur et la matière de mes cylindres en verre. J'ai envie de changer les logos, j'ai envie de mettre Jira ici, GitHub là, etc. Et puis après, j'ai envie d'avoir un bouton pour exporter une vidéo. C'est tout. J'ai besoin d'une dizaine de contrôles et je veux que ces contrôles ils soient interactifs. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'une IA m'a construit une interface à la volée, juste pour moi. Et ça va tout changer. On va passer d'un monde où on va avoir des produits statiques, figés, à un monde où une intelligence va chercher à comprendre les humains. Et à l'échelle d'une interface, c'est ce que je vous viens de montrer, à l'échelle d'une organisation, c'est encore beaucoup plus intéressant. C'est une IA qui va capturer tous les signaux de tous les humains dans mon organisation. Elle va analyser les feedbacks utilisateurs, elle va analyser tous nos sales calls, elle va analyser toutes nos conversations de support, elle va analyser ce qui se passe sur le marché, chez les concurrents, et en interne, encore plus intéressant, Revo est dans tous mes meetings. Dans tous les meetings de tout le monde, et il capture tout ce qui se dit, toutes les choses intelligentes qu'on dit, toutes les idées intéressantes, tous les points de friction, tous les problèmes d'alignement, tout est capturé par l'IA. Il va aussi capturer tout ce qui se passe dans le code, toutes les pull requests sur GitHub. Il va capturer toute notre data organisationnelle, qui bosse sur quoi, qui en charge telle fonctionnalité, c'est quoi ton OKR à toi, et toi, c'est quoi ton OKR, toi, tu bosses sur quoi, tu es là-dessus, très bien. Elle nous connaît mieux que nous-mêmes. Et à l'échelle, elle devient la source de vérité parce qu'elle capture tout le temps. Quand je parle à Revo, quand je dis salut à ChatGPT, il va me dire salut, comment je peux t'aider? Quand je dis salut à Revo, il va me dire salut, là tu as vu, les ingés sont en train de bosser là-dessus, ça sort demain, est-ce que tu es prêt toi pour l'annoncer? Et puis là, j'ai vu que tu as une présentation à la Product Conf, est-ce que tu es prêt? Tes slides sont prêts? Parce qu'hier tu étais encore en rush. Il connaît tout ça. Il le connaît parce qu'il a accès à ce que j'ai dit sur Slack la matinée, il a accès à ce qu'on se disait la veille dans mes calls avec mes collègues, il a accès à tous mes documents sur Notion, il a accès à nos tickets Jira, il a accès à tout en fait. Et donc voilà, ça c'est le futur, c'est l'intelligence centralisée, le cerveau de mon organisation, le nouveau cerveau des équipes produits. Ça veut dire que c'est la fin du produit tel qu'on le connaît, et la fin des produits.
C'est-à-dire qu'avant, on construisait des features fixes. Aujourd'hui, on a une intelligence qui s'adapte à chacun. Elle s'adapte à nous en tant qu'organisation, elle nous comprend, elle nous aide à nous aligner avec nos utilisateurs. Et après, elle construit à la volée, de plus en plus, des produits qui vont être individualisés et qui vont répondre pile aux besoins de la personne qui on sert, au moment où elle en a besoin, selon son mood, selon son besoin, selon sa situation, selon son niveau de compréhension. Ça va être complètement autre chose. Avant, c'était nous, les humains, qui construisions. Tout à l'heure, je parlais à mon collègue, je l'ai regardé son ordi, et il ne touchait pas au clavier, je lui disais, t'es en train de bosser? Parce que c'était en train de peut-être curseur qui était en train de coder à sa place, il lui regardait de loin. Et il me disait, non, non, là, je ne suis pas en train de bosser, mais ça aurait pu être le cas. On peut regarder son écran d'1 mètre et juste voir les updates et voir le code s'écrire devant soi. Demain, c'est l'IA qui va construire et les humains qui vont décider. On aura un produit pour chacun au lieu d'un produit, un seul produit pour tous. Et on va passer de roadmap statique, de roadmap discrète dans le temps, à un système continu qui va évoluer sans cesse, jour et nuit, qu'on pourra même plus totalement comprendre vu qu'il va avancer en continu sans nous. Et notre métrique, notre North Star, ça ne va plus être notre vélocité, ça va être à quel point cette IA est alignée avec nous, est alignée avec nos objectifs, et alignée avec les objectifs de nos utilisateurs et de notre organisation. Aujourd'hui, on commence à déjà voir ces cerveaux et cette intelligence centralisée émerger. Elle nous assiste pour l'instant. Elle écrit des docs, elle écrit des rapports. Elle fait remonter de l'intelligence sous forme de notifications proactives. Et l'équipe décide. Très vite, elle va commencer à co-construire avec nous. C'est déjà le cas, on commence à le voir. Je vous ai montré un exemple. Elle va commencer à co-construire ensemble. On met notre petit grain de sel, on ajuste par-ci, on change par-là, on accepte, on refuse. On met bien sûr l'accent sur le goût, sur les aspects que l'IA ne comprend pas encore. Je n'ai pas encore laissé l'IA faire un design pour moi parce que ça ne va pas être aussi quali qu'un humain. Elle ne va pas pouvoir encore tout maîtriser. Mais on peut très bien se dire que les modèles qu'on a aujourd'hui, c'est les modèles les moins puissants qu'on n'a jamais utilisés parce que ceux de demain et d'après-demain vont faire du x10 et du x100. Donc c'est vraiment que le début. À partir de 2028, je pense qu'on sera à un niveau d'autonomie où en fait, on aura tout un champ de possibilités qu'on va laisser à l'IA de manière autonome, des choses sans trop de risques. On va dire, telle fonctionnalité, tu peux l'écrire, tu peux la modifier, je te laisse l'autonomie et je te laisse le droit de modifier cette partie du produit pour moi et de le faire pour chaque utilisateur. Et donc là, on sera plutôt en train d'aligner l'IA avec nos objectifs à nous en tant qu'organisation. 2030, l'IA va évoluer toute seule. Donc tous les workflows, ce qu'on appelle des workflows, l'IA, elle fait des étapes intermédiaires en arrière-plan pour bosser pour nous. Elle va écrire ses propres workflows, elle va écrire ses propres processus elle-même. Et notre rôle va devenir vraiment un rôle d'alignement, de gouvernance. On va devoir suivre ce que fait notre IA, la comprendre, parce qu'on va la comprendre de moins en moins si on n'a pas de l'observabilité. Des boîtes comme nous, chez Revo, on se rend compte déjà que l'observabilité, c'est un vrai problème. Que fait notre IA? Comment elle bosse? À quel moment elle est performante? À quel moment elle ne l'est pas? À quel moment elle suit nos objectifs? À quel moment elle ne les suit pas? On va avoir de plus en plus besoin de cette observabilité et de cette transparence d'une IA qui va de plus en plus vite et qui est de plus en plus difficile à suivre. Je suis sûr que vous l'avez déjà tous vécu. Hein. Quand vous commencez à bosser avec l'IA, elle fait de plus en plus de choses. Il y a plein de choses qui nous échappent. On dit ouais, ça c'est très bien. J'ai pas tout lu, mais ça a l'air très bien. Je vais le mettre, je vais l'envoyer à mon équipe. Et cette timeline 2030, ce sera peut-être 2028, 2027, ça je sais pas. Ça va tellement vite, on a tous du mal à suivre. Et du coup, nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on va devenir? Pour moi, les PM, d'abord, les leaders produits vont devenir un peu des architectes de l'alignement. Donc, une de leurs KPI, ça sera de voir à quel point les outputs, les outcomes de l'IA sont alignés avec les besoins des humains, les besoins des utilisateurs et les besoins de l'équipe. À quel point elle va répondre au marché et elle va le faire de manière acceptable pour un humain. Ouais, et du coup, on va mesurer un peu l'écart entre ce qui est fait, ce qui doit être fait, et réajuster le tir en permanence.
On aura aussi ce que j'appelle les taste curators, des curateurs du goût. Là, c'est plus les designers, les product marketers, les creative directors. Là, ça sera de faire en sorte que notre voix, que notre culture, que notre image corresponde à ce qu'on veut envoyer en tant qu'organisation. Donc ça sera surtout un pouvoir de veto. L'IA va me proposer 5 options, je vais garder la meilleure et je vais surtout mettre mon veto sur celles qui ne correspondent pas à nos valeurs et à nos idées. Et puis, tout ce qui est chercheurs, PM, au quotidien, et ben, en fait, ils vont avoir des instances, des interfaces qui ont été instanciées pour des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs. Et là, il va falloir vérifier que ce qui a été construit pour tel ou tel utilisateur correspond toujours aux standards et aux besoins. Et vu qu'il y en aura une multitude, il va falloir construire des systèmes pour être capable d'observer et d'évaluer toutes ces instances. Donc le produit statique, où on connaît tous l'interface, plus ou moins après un certain temps, dans une boîte, eh ben, ça va disparaître. On va vendre des systèmes et l'expérience d'utilisateur va être à chaque fois différente. Aujourd'hui, c'est du chat. Personne ne contrôle ce que le chat va dire. C'est devenu probabiliste. Demain, le chat, il va se transformer en interface complexe, comme ce que je vous ai montré au début. Et donc, c'est quoi nos prochains moves à nous pour démarrer aujourd'hui? Ben, moi, je vous donne déjà quelques conseils. C'est de connecter toutes les sources de données possibles à votre IA. Donc, bosser avec les équipes de sécurité, avec les équipes de gouvernance, mais faites en sorte que votre IA en interne ait accès à votre code, ait accès à vos feedbacks utilisateurs, ait accès à vos tickets Jira, ait accès à vos conversations. Hyper important. L'intelligence, elle est chez vous. Et tout ce que vous dites de manière, avec des signaux faibles, à l'oral, de manière impromptue, en fait, très souvent, c'est d'une richesse absolue pour l'IA parce qu'elle peut en faire énormément de choses. Mettre des labels surtout. Donc l'IA, pour vous comprendre, il va falloir qu'on crée tous une taxonomie autour de notre produit. Quelle fonctionnalité? Comment définir cette fonctionnalité? Quel label poser dessus? Elle doit être capable de vraiment suivre en détail comment votre organisation est conçue et comment votre produit est organisé. Ça, c'est la base, ça commence aujourd'hui. Donc ça veut dire construire un graphe de contexte, lister qui est l'équipe, bosse sur quoi, quels sont les OKR de chacun, etc. Il va falloir commencer très vite à faire tourner des workflows continus. Hein. Donc vous avez vu sur LinkedIn, j'imagine, toutes sortes de posts de gens qui commencent à partager des workflows de plus en plus complexes. Ça devient vraiment la base. Moi, je vous conseille de commencer tous à rentrer là-dedans et de maîtriser et de maintenir des workflows qui vont devenir, vous verrez, de plus en plus sophistiqués et incontournables. Tout ce que je vous décris aujourd'hui, ce n'est pas de la science-fiction. Une équipe comme Deal, avec 70 PM, un produit extrêmement complexe, utilise Revo comme pour en faire le centre, le cœur et le cerveau de leur organisation. Ils sont capables de récupérer tout le feedback utilisateur d'outils comme Salesforce et Zendesk et de recevoir des notifications telles que celle-ci. Donc en fait, Revo, il est proactif, il va venir vers moi et me dire écoute, là, tu as vu, il y a 14 admins qui se plaignent de tel problème. Je viens de créer un ticket sur Jira. Ils vont aussi regarder sur nos analytics comment les utilisateurs utilisent le produit et en ressortir également des insights. Donc les dashboards, on va de moins en moins les utiliser, de moins en moins les voir, parce qu'en fait, l'IA, elle connaît mon rôle, elle connaît mes objectifs, elle sait qui je suis et ce que je recherche en ce moment, et elle va être capable de me montrer encore sous forme de notifications ce dont moi j'ai besoin. Elle va suivre ce que font nos concurrents. Vous l'avez déjà vu, très certainement. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent l'IA pour traquer tout ce qui se passe sur le marché. Point de vue concurrentiel, point de vue tendance de marché. Elle est là à suivre en permanence tout ce qui se passe et qui nous permet de comprendre vraiment comment on se positionne. L'un de mes préférés, avoir Revo dans tous les calls. Ça, je le conseille absolument. Elle capture dès qu'on n'est pas aligné. Elle capture dès qu'il y a un point de friction. Elle capture ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait la semaine dernière, ce que j'ai fait le mois dernier. Pareil pour tous mes collègues. Quand j'ouvre Revo, moi j'ai une liste de toutes les décisions qui ont été prises par tout le monde. Ok, quand est-ce qu'on a pris cette décision? Je clique. Pourquoi? Et je clique encore et ça montre exactement quand, à quel moment dans la conversation c'est arrivé. La même chose pour les chats, bien évidemment. Et tous les tickets GitHub, les tickets Jira. Ça, c'est absolument essentiel également. Voilà. Donc, si vous avez envie d'explorer, passez nous voir. On a un stand en haut pour explorer, pour partager des idées,
pour imaginer le futur. Ravi d'échanger avec vous. Merci. On m'a dit qu'il y avait possibilité de faire un Q&A si quelqu'un a une question ou deux. N'hésitez pas. Oui, moi j'avais juste une petite question sur la fiabilité des données, parce que du coup, forcément, on peut connecter l'IA à tous les outils, à Slack et autres, mais parfois, en fait, il y a souvent des sources de données qui n'ont pas la même importance. Par exemple, un Notion est souvent plus à jour qu'un commentaire Slack de quelqu'un qui pense donner son avis. Comment cette IA fait pour pas trop se noyer avec toutes ces sources d'informations? Ouais, là aujourd'hui, on est vraiment dans la phase où l'humain va guider l'IA à travers ce qu'on appelle des workflows. On va dire, là, je veux que tu récupères les Slack, 3 semaines maximum. En fait, on a des nodes avec toutes sortes de paramètres. On peut dire, je veux que tu récupères ça, ça et ça seulement pour tel workflow, pour m'envoyer ce type de rapport. Donc, en fait, il y a un contrôle assez granulaire sur quelles données on veut nourrir pour quel type de résultats. Et l'idée, c'est d'avoir un, puis deux, puis trois, puis une trentaine, puis une cinquantaine de workflows en parallèle qui ont été conçus et maintenus par des humains. À force, ça devient un peu une forme de chaîne neuronale qui tourne en continu. Donc tous les jours, il va aller lire mes tickets Jira et je vais recevoir des insights et parfois il va me dire, OK, je vais me dire, OK, là, cet insight, je ne sais pas s'il est au point, je vais aller vérifier. Je vais voir qu'en fait, il y a un paramètre ou deux à changer et je vais le faire évoluer pour vraiment qu'il soit au niveau. Et ça va devenir également de plus en plus automatisé. On va avoir des IA qui construisent elles-mêmes leur workflow à l'avenir. Mais aujourd'hui, il y a encore tout ce travail, comme je disais, de maintenance et de création de ces workflows qui vont permettre justement de contrôler la qualité.